comme tous les collectionneurs de tatouages, je promène ma collection avec moi. Cher monsieur, peut-on vous demander quand et où vous exposez? Je n'expose pas, j'expose dans les piscines ou sur les plages. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Sur nos plages et dans nos rues, lorsqu'il fait chaud, une évidence s'impose, celle d'un phénomène remarquable, la présence accrue de tatouages sur la peau de nos contemporains. De savantes statistiques confirment cette impression empirique, sans qu'on puisse trouver facilement une explication à cette efflorescence. Elle est faite pour intriguer. Donc il est tentant d'aller rechercher dans le passé, comme c'est ici notre vocation, ce que peuvent être les origines et le développement de la pratique du tatouage. Et comme j'ai vu arriver sur ma table un ouvrage pertinent consacré à ce sujet, je me suis fait un devoir et un plaisir de convier son auteur à ce micro. Marian Guizy s'est attaché à déchiffrer le sens profond d'un comportement aussi universel qu'énigmatique. Il nous démontre que la marque corporelle, qui remonte à la plus haute antiquité, est un mode d'expression constant de l'humanité, depuis le fond des grottes du Paléolithique jusqu'au studio des artisans du métier les plus contemporains. Ces marques ont été souvent imposées par une communauté, que ce soit pour affirmer une appartenance, pour signifier une servitude ou pour perpétuer une punition. L'empreinte du fer rouge sur l'épaule de Milady dans Les Trois Mousquetaires flambe encore dans nos mémoires. Mais les tatouages ont été aussi de longue date choisis librement par ceux et par celles qui les ont imprimés sur leur corps. Il s'est agi alors d'affirmer des solidarités corporatives, militaires ou de brigandage propres à protéger l'individu isolé contre les périls qui le menaceraient ou à l'inclure au cœur de bonheur festif partagé. Et on n'oubliera pas d'évoquer la valeur de talisman que peuvent prendre dans une ambiance mystique ces inscriptions délibérées sur la peau. Rien de simple, en somme, mais vous connaissez le mantra des historiens, c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Et puis d'entrée de jeu, on entend le bruit. On entend le bruit du dermographe, qui est l'appareil qui a donc été inventé à la fin du 19e siècle. Monsieur Oreilly, nous dites-vous. Voilà, monsieur Oreilly, qui était donc un Américain qui a su en fait réutiliser une invention de Thomas Edison, qui était un stylo électrique, mais qui n'a pas eu de grand succès, qui avait pour but de trouer le papier pour multiplier des écrits. Cet appareil n'a pas eu de succès, parce que rapidement est arrivée la machine à écrire. On a remplacé le papier par la peau. Et voilà, et quelques dizaines d'années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, Oreilly a eu l'idée de reprendre le stylo électrique, mais au lieu de percer le papier, de percer la peau, et il a déposé le brevet du dermographe, qui a été vraiment une révolution, puisqu'on est passé des aiguilles à un appareil électrique, donc plus rapide. Nous allons voir tout cela de près, mais peut-être faut-il commencer par marquer que les statistiques nous disent qu'un grand nombre de nos contemporains, notamment dans le monde occidental, se sont fait tatouer. En 2018, nous dites-vous, 18% des Français admettaient avoir été ou être tatoués, 21% pour les Britanniques et 31% pour les Américains. On ne peut pas rester indifférent et ne pas s'interroger face à ces pourcentages. C'est un phénomène. Voilà, c'est vraiment un phénomène qui a cette particularité de concerner toutes les populations, c'est-à-dire toutes les catégories socio-professionnelles, favorisées ou défavorisées, qu'on habite en centre-ville ou en périphérie, qu'on soit jeune ou moins jeune. Il y a une espèce de mode et de mode qui traverse toutes les populations. Voilà pour l'actualité, mais il faut de la profondeur de champ. Vous marquez que cette fameuse momie congelée qu'on a baptisée Otzi, qui remonterait à 5000 ans, était scarifiée ou tatouée.
Alors Otzi, oui, portait une 60aine de tatouages qui étaient constitués de lignes et de croix sur le poignet gauche, les jambes, le dos, la cage thoracique. Et on s'est aperçu que ces marques correspondaient aux marques de l'acupuncture, que probablement il s'agissait d'un moyen de combattre une forme d'arthrose à l'époque. Le tatouage avait été utilisé de manière médicale à une époque très reculée. Si on se tourne vers l'Égypte ancienne, par exemple sur le tombeau du pharaon Séti Ier, qui a régné de 1324 à 1279 avant notre ère, on trouve des représentations de guerriers qui portent des tatouages sur les bras, sur les épaules et sur les jambes. Alors, mais d'où vient d'ailleurs le mot de tatouage? On connaît l'origine? Alors le mot tatouage vient du mot tato que les marins de Cook, James Cook, l'explorateur de James Cook, du XVIIIe siècle, avait entendu. Et à l'époque, le tato était une marque donc que les populations locales utilisaient par souci de s'embellir, par souci de parure. Donc le mot a été traduit en tato. Et quand les marins sont rentrés en Angleterre, pour la plupart, ils s'étaient fait faire des tatos. La société anglaise a apprécié. Et c'est de cette façon que peu à peu, la pratique est arrivée en Occident. Donc le terme est passé par l'anglais, tattoo. Absolument. Je voudrais que nous passions en revue les différents types de tatouages. Il y a à la fois ceux qui sont imposés par la communauté, ceux qui sont choisis, et puis l'aspect religieux. Commençons par ceux qui sont imposés par la communauté. On pense évidemment aussitôt au rite de l'adolescence, avec là une rencontre entre les sociétés traditionnelles et le monde occidental. Alors dans la plupart des sociétés traditionnelles, dans les tribus, en Afrique, en Océanie, le passage des jeunes de l'enfance à l'âge adulte se fait au moyen de marques corporelles. On a évidemment assez peu de témoignages de ces tatouages qui remontent à des sociétés aujourd'hui disparues, mais néanmoins, les ethnographes en ont fait évidemment un sujet d'intérêt, d'étude. Et je voudrais vous faire entendre une archive qui considère la tribu des Kalinga aux Philippines. C'est une émission de France Inter le 1er mai 2013. Les tatouages de la tribu des Kalinga. Je porte ces tatouages sur ma poitrine car j'ai coupé des têtes. J'ai fait cela par vengeance et pour défendre l'honneur de ma tribu. Nous sommes à Buscalan, c'est un village isolé dans les montagnes de la Cordillère, dans le nord des Philippines, là où l'on craint toujours les coupeurs de tête. Tatoués comme leurs femmes, ils ont leur propre loi, et c'est chez les coupeurs de tête que travaille la dernière tatoueuse traditionnelle des Philippines. Il y a quelques années, elle tatouait essentiellement les guerriers, mais aujourd'hui, la plupart de ses clients sont de simples touristes. À Buscalan, aux Philippines, le reportage de Gabriel Kahn. Pour atteindre Buscalan, c'est toute une aventure. Il faut longer un chemin étroit de la largeur d'un pied, creusé dans la montagne, le long d'un ravin, avant d'atteindre les rizières en terrasse des Kalinga, la tribu des chasseurs de têtes. Plusieurs hommes de ce village arborent les tatouages réservés aux guerriers. Il en est ainsi du forgeron. Notre tribu est forte car elle est unie. Les 2 personnes dont j'ai coupé la tête avaient tué un membre de notre tribu. Il était donc de mon devoir de le venger. Les visages tatoués sur la poitrine du forgeron de Buscalan sont les symboles des 2 têtes qu'il a coupées. Réalisés à l'aide d'épines d'oranger et de suie, ces tatouages sont pour les hommes comme des médailles d'honneur. Quant aux femmes, si elles se couvrent de tatouages, c'est pour être belles. À 92 ans, Wang Hod est la dernière tatoueuse des Kalinga. J'ai été tatouée quand j'avais 14 ans. Pour être belle ? Pour avoir des centaines d'hommes ? Aucun homme ici n'aurait voulu d'une femme qui ne soit pas tatouée. La beauté et la violence, Marian Guizy, sont déjà présents dans ce témoignage. Alors en fait, le tatouage est un héritage, je pense, des marques qui étaient naturellement subies par les chasseurs et les guerriers. Et ces marques étaient des preuves de courage, de vaillance, de la capacité à être un chef de famille, et c'est tellement vrai. Et
la personne le dit dans le reportage, c'est qu'une femme, dans les tribus africaines, la plupart des femmes n'admettent pas un homme qui ne serait pas tatoué. Il est rejeté, retourne dans la forêt. Et en sens inverse, un homme n'accepte pas non plus une femme qui n'est pas tatouée. Là, plus pour une question de beauté et d'attrait esthétique. Ce sont aussi donc concomitamment des marques de la maternité. Oui, par exemple donc dans l'ethnie Marca, qui est en Afrique de l'Ouest, les femmes sont scarifiées au visage à plusieurs reprises, et cela marque une sorte de cursus sexuel. Elles sont premièrement marquées au visage après l'excision. Ensuite, elles ont une nouvelle marque après le mariage et une troisième marque après la première naissance, qui fait un suivi de leur maturité et de leur arrivée vers la fécondité. Donc les hommes peuvent lire le processus sexuel des jeunes femmes à partir des marques figurant sur leur visage. Il faut en venir maintenant au chapitre des tatouages imposés, à ceux-ci considérés comme des marques de propriété, comme des servitudes, en particulier du côté des esclaves. Dans l'Antiquité, déjà première chose, il n'y avait qu'environ 10% d'hommes libres, 90% en gros de la population étaient composés d'esclaves ou de prisonniers. Et toutes ces 90% étaient marqués au fer rouge, enfin ils étaient considérés comme du bétail. Oui, le professeur Alexandre Lacassagne, qui est un grand maître de ces questions, fin du 19e siècle, indiquait dans un livre consacré à ce sujet qu'en 440, pendant la guerre entre Athènes et Samos, les prisonniers athéniens reçurent sur le front la marque d'un vaisseau de guerre et les prisonniers samiens d'une chouette, c'est-à-dire l'emblème de l'adversaire. C'était une façon aussi d'éviter qu'ils s'enfuissent. Alors aussi à Rome, les esclaves fugueurs étaient eux marqués de l'epigramma fugitovorum, qui était figuré par la lettre F, qui était la flétrissure des fuyards, et qui permettait assez rapidement de les conserver, de les garder. Et en Grèce, l'étranger pouvait être puni d'une marque au front. Alors il y avait plusieurs techniques comme ça pour cacher les marques. Certains esclaves se laissaient pousser les cheveux ou portaient une bandelette pour masquer la marque sur le front. Mais là, on s'interroge évidemment sur les techniques concrètement. Comment est-ce qu'on tatouait, comment est-ce qu'on marquait ces esclaves dans l'Antiquité ou d'ailleurs dans l'Amérique coloniale? Alors sous l'Antiquité, pour marquer les esclaves, on enduisait la peau de graisse par exemple, et puis on passait le fer rouge directement, d'un geste assez rapide. On utilisait aussi des poinçons, donc on imagine la douleur et le manque de considération que les hommes avaient entre eux. Il y a un cas assez extraordinaire que vous mettez à juste titre en valeur, c'est cette fameuse anecdote que raconte Hérodote sur ce tyran de la cité de Milet qui avait rasé le crâne d'un de ses esclaves. Un tyran, effectivement, avait trouvé l'astuce pour envoyer des consignes militaires d'utiliser un esclave, de le tondre, de tatouer les consignes sur son front, d'attendre que les cheveux repoussent, de l'envoyer à ce moment-là sur le champ de bataille, et le général n'avait plus qu'à couper les cheveux pour prendre connaissance des consignes qui étaient tatouées. Donc on évoque les soldats, on peut évoquer aussi les galériens, évidemment, on y pense aussitôt. Alors oui, tout à fait, les mercenaires étaient tatoués aux mains. Et on a d'ailleurs un commentaire assez intéressant dans Salammbô de Flaubert. Oui. On sait que Flaubert passait de nombreux mois à se documenter. Oui. On peut donc porter crédit à cet extrait de Salammbô où il dit « On reconnaissait les mercenaires au tatouage de leurs mains. Les vieux soldats d'Antiochus portaient un épervier. Ceux qui avaient servi en Égypte la tête d'un cynocéphale. Chez les princes de l'Asie, une hache, une grenade, un marteau. Dans les républiques grecques, le profil d'une citadelle ou le nom d'un archonte. Et on en voyait dont les bras étaient couverts entièrement par ces symboles multipliés qui se mêlaient à leurs cicatrices et aux nouvelles blessures. » Eh bien, Flaubert est en train de faire l'émission pour nous. Absolument. En tout cas, on imagine facilement le mélange
sur les champs de bataille de marques corporelles et de blessures mêlées au tatouage. Ces marques corporelles mêlées, involontaires et volontaires. On peut parler de la prostitution. Les prostituées aussi sont pendant très longtemps marquées. Absolument. Les prostituées étaient marquées par leurs souteneurs. On a plusieurs exemples de femmes qui ont, entre guillemets, appartenu successivement à plusieurs souteneurs et qui portent les noms des différentes personnes qui les ont fait travailler. Vous évoquez une blanchisseuse qui porte au bras droit « J'aime mon petit homme ». Aimer, PLV, ça veut dire pour la vie. PLV pour la vie. Et puis ensuite, elle a des initiales AD. On imagine que ce sont également les initiales d'un deuxième souteneur. Et elle a encore le nom d'un troisième sur l'autre bras. Donc, on a une espèce, là aussi, de cursus professionnel, de biographisation, une graphie qui rappelle les différents moments de sa vie de femme publique. Le bagne aussi voit, si je puis dire, fleurir les tatouages. Le regretté Dominique Khalifa a en particulier étudié le cas de Biribi en Afrique du Nord. Alors, concernant Biribi, oui, qui rassemblait en fait les militaires réfractaires, souvent assez peu disciplinés. Les fortes têtes avaient une propension à se tatouer avec des textes plutôt agressifs à l'égard de la hiérarchie, du style victime de l'armée, mort au gradé, martyr militaire, des dessins, une tête de mort avec des tibias et une faux croisée qui signifiait abat l'armée. Et aujourd'hui, c'est intéressant de constater que ces tatouages agressifs et antimilitaristes sont réutilisés parfois dans certains studios de tatouage sous le nom de bousille. Il y a en fait plus largement du côté de ceux à qui on impose le tatouage, il y a aussi, on va jusqu'à la déshumanisation. Il faut dire un mot de la flétrissure. Dans l'Ancien Régime, j'évoquais Milady tout à l'heure, avec cette épaule que D'Artagnan découvre. Alors oui, sous l'Ancien Régime, la flétrissure, qui est donc la marque de la fleur de lys sur l'épaule, est utilisée comme peine, dans un premier temps comme peine accessoire, et dans un deuxième temps comme peine première, définitive, et elle a pour but d'identifier de manière pérenne toutes les personnes qui ont commis des crimes et des délits. Et d'ailleurs, la fleur de lys sera ensuite complétée par des lettres. Alors, la lettre V pour voleur, 2V pour voleur récidiviste, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi sur la fleur de lys, c'est que la marque au fer rouge, la Révolution française, elle l'avait supprimée. Et pendant peu de temps, assez rapidement, le consulat l'a rétabli. En 1802, oui. En 1802. Et ça dure, c'est stupéfiant, ça dure jusqu'à... L'Empire l'amplifie en variant les types de noms à utiliser. Et finalement, c'est assez étonnamment Louis-Philippe qui supprime définitivement la marque au fer rouge. Pourquoi étonnamment ? Parce que on peut penser qu'un régime monarchique était plus strict et moins enclin à s'occuper des droits de l'homme qu'un régime républicain qui serait venu un peu plus tard. À propos des soldats, des marins, il est clair que les tatoueurs travaillent beaucoup dans les ports. À cet égard, je vais vous faire entendre une archive qui porte la voix d'Edmond Locard, personnage très intéressant, qui a été le premier à fonder un laboratoire de police scientifique. Il a vécu de 1877 à 1966, il a vécu très vieux, et il raconte ceci dans des mémoires improvisées, le 1er avril 1961. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez entendre les mémoires improvisées du docteur Edmond Locard, recueillies par André Mur. J'ai connu sur le port de Marseille un bonhomme il y a bien longtemps qui s'appelait le père Zéphirin, qui avait un admirable inventaire sur lequel il y avait des modèles de dessins de tatouage. Et alors il faisait choisir aux clients et puis on piquait.
Seulement, il y avait une conséquence à laquelle le client ne pensait pas avant, auquel cas il se serait abstenu, c'est que le père Zéphirin passait de la salive avec son pouce sur le piquage et, disait-il, il leur venait des mauvais boutons. Vous vous rendez compte de ce que ça pouvait être que les mauvais boutons en question? C'est une maladie très contagieuse et pas distinguée du tout. Les malades du père Zéphirin étaient innombrables et tout le port de Marseille était rempli de syphilides qui avaient là leur origine. Salive mortifère, par conséquent, Marion Guizy. Alors oui, ce reportage fait apparaître les problèmes sanitaires. Assez régulièrement, les tatoueurs utilisaient leur salive pour diluer l'encre. Donc on imagine la transmission de maladies telles que la syphilis. Mais également, il arrivait que d'autres maladies soient transmises parce que, notamment les marins, se transmettaient les aiguilles. Résultat, furoncle, phlegmon, multitude de transmissions de bactéries, etc., qui créent des problèmes assez sérieux. En 1961, à New York, il y a eu une interdiction des tatouages parce que des maladies étaient comme ça transmises dans tous les studios de tatouage. Du coup, des réglementations ont été mises en place, notamment en France. On oblige désormais les tatoueurs à faire une formation. On a mis en place donc des organismes de formation officiels. Le tatouage est placé sous l'égide du ministère de la Santé, et même l'Europe, c'est elle qui organise l'utilisation des encres. Et régulièrement, même encore jusqu'en 2022, il y a eu une décision dans le choix des encres et des produits dangereux à ne pas utiliser. Tout ça est facilité par la création d'un syndicat des tatoueurs. Alors effectivement, a été créé en 2003 le syndicat national des artistes tatoueurs, qui a pour vocation d'organiser la profession, de la professionnaliser. Oui. Évidemment, le temps de guerre est propice à l'émergence, à l'efflorescence des tatouages. Vous évoquez le cas intéressant de la guerre de 14-18, où souvent les temps d'attente sont comblés par le développement des tatouages les plus extraordinaires. Je ne savais pas que certains soldats se faisaient tatouer le visage de Poincaré, président de la République. Je ne sais pas si certains ont choisi Clémenceau. Chez les poilus, la tradition était de tatouer le nom du régiment, l'année de recrutement dans l'armée. Alors, les autorités militaires ont toujours été assez ambiguës sur la question du tatouage. Elles ont longtemps considéré que tatouage signifiait mauvais soldat. Et la réglementation était plutôt négative et interdisait le tatouage. Mais néanmoins, sans jamais prendre de sanctions, laissant ainsi la liberté aux soldats de pratiquer le tatouage, qui était une activité effectivement qui occupait les temps libres, les temps d'attente, et qui donc participait au moral des troupes. Alors aujourd'hui, le tatouage est toléré, mais effectivement à condition qu'il n'ait pas de connotation raciste, anti-religieuse et a fortiori antimilitariste. Il y a un autre domaine où prolifèrent les tatouages, c'est ce on appelait autrefois le milieu avec un grand M. Et le même professeur Locard, Edmond Locard, que je vous faisais entendre tout à l'heure, commente cela de la façon que vous allez voir. Les dessins sont extrêmement variables. Il y en a de bien remarquables et de bien beaux. Par exemple, j'ai connu, comme tout le monde, le dessin célèbre qui représente une chasse aux renards. Les renards, les chiens et les chasseurs sont enroulés tout autour du corps, jusqu'en bas des reins, et on voit la queue du renard qui dépasse à l'entrée du terrier que vous imaginez. C'est pas très élégant, mais c'est une plaisanterie assez classique dans le milieu avec un grand M. Et puis il y avait les inscriptions. Je me rappelle dans mes débuts de policier, une belle fille qui avait tatoué sur son avant-bras
une invocation à l'homme aimé, et l'homme qui était arrêté en même temps qu'elle portait sur l'avant-bras l'inscription « Quand la neige tombera noire, Augustine me sortira de la mémoire ». Ces vers me sont restés comme un témoignage admirable de l'amour dans les classes les plus reprochables de la société. L'amour dans les classes les plus reprochables de la société. Le ton est d'époque. Alors, dans le milieu, on relève différents dessins, type bracelets, bagues, des animaux tels que les serpents, des chiens, des chats, des poissons, des athlètes, les lutteurs, des boxeurs, et par exemple, très bien fait, la figure du mousquetaire, qui montre sa ruse et son audace. En face de Milady en particulier. Voilà. Des personnages de dessins animés, de cinéma, Mickey, Charlot, des cow-boys. Et puis parfois, alors ça c'est très intéressant, des scènes historiques reproduites intégralement, telles que l'assassinat du duc de Guise ou l'arrestation de Louis XVI à Varennes. Ça, c'est un véritable tableau d'histoire, alors. Absolument, oui. Et ces tatouages sont reliés aux dénominations que ces bandes s'attribuent. Dans la France de la fin du XIXe siècle, par exemple, il y a une recrudescence d'associations criminelles qui, évidemment, ont utilisé comme signe de reconnaissance les tatouages. Leurs noms valent la peine d'être cités. Oui. Les gars de Charonne, les Monts-en-l'air des Batignolles, les Costauds de la Villette, les Loups de la Butte, et puis les bien nommés, la bande des tatoués. Et ils ont tous leur signe de reconnaissance, c'est ça? Alors, tous avaient leur signe de reconnaissance. Alors là, on trouvait des têtes d'Indiens, un soleil levant, les 4 as. Très souvent aussi, entre l'index et le pouce, les 3 points qui signifiaient mort aux vaches. Donc dans tous les pays, les pègres usent de signes cutanés de ralliement. En Allemagne, après 18, il y a une bande qui emploie le mot simplement union. Et en Angleterre, à Liverpool, nous dites-vous, un gang adopte un oiseau pour emblème. Je ne sais pas s'il faut inscrire, vous allez nous le dire, au même chapitre, le développement beaucoup plus récent des tatouages chez les punks, ou antérieurement chez un certain nombre de ce qu'on appelait les mauvais garçons. Je vais vous faire entendre une archive tirée de la belle émission de Daniel Mermet, la fameuse émission Là-bas si j'y suis, sur France Inter le 30 avril 1991. Ce n'est pas une date donnée par hasard, parce que c'est la première fois que se réunit à Paris un salon du tatouage, et c'est une évocation des Hells Angels. Écoutez ce personnage, je crois qu'il parle pour beaucoup de gens. C'est une affirmation d'identité, toi, de personnalité. Je fais ce que je veux avec ma peau. Et bon, et la personne qui me dira ce que j'ai à faire de ma peau, toi, elle est malvenue, quoi. Mais avoue quand même que les gens tatoués, et que les Hells, les gens comme ça ont une mauvaise image. C'est en général des gens qui font peur, qui effraient un peu, qu'on assimile à des voyous, à des choses comme ça. Ben, c'est la bêtise humaine, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Avant, on avait peur des mecs qui mettaient des boucles d'oreilles, on les croyait tous homosexuels, toi. Bon, bah, ça a passé. Avant, on avait peur des blousons noirs, maintenant, tout le monde en met à la télé des perfectos. Alors, tu sais, la peur est née de l'ignorance, hein, et l'intolérance est née de l'ignorance. Hein. Pour le tatouage, c'est pareil, hein. Ça suit le même truc. Hein. Si t'aimes pas les bikers, si t'aimes pas les tatoués, c'est parce que tu les connais pas, c'est tout. J'ai l'impression que vous avez très envie de donner une image très soft de votre mouvement. Non, pas soft. Hein, parce qu'à aucun moment on se laisse marcher sur les pieds, ni par le ministère de la Santé, ni par la préfecture de police, ni par les gens qui n'ont pas de tatouage, ni par les bourgeois. À aucun moment on se laissera écraser, si tu veux. Mais d'un autre côté, on veut démystifier ce qui arrangerait bien la bourgeoisie, ce qui arrangerait bien, la bourgeoisie entre guillemets, ce qui arrangerait bien les gens bien pensants, qui eux t'écrasent par la religion, par la société, tout de suite les grands mots, enfin bon, tu vois, c'est eux qui t'agressent en disant mais t'as vu, il a des tatouages, donc c'est quelqu'un de pas bien. Toi, tu peux très bien être une crapule, avoir des tatouages, et être une crapule et ne pas avoir de tatouages, toi. Et les plus grosses crapules actuellement, on le voit, ils ont tous des costards et des cravates, hein, et ils sont tous reconnus, hein. Donc bon, faut démystifier. C'est trop facile, toi, de renvoyer la balle chez les gens chez qui on peut voir une passion ou tout simplement l'envie de dire quelque chose, toi. Ce qu'on reproche aux gens qui ont des tatouages, c'est de parler, c'est de montrer quelque chose, toi. Hein, et ça c'est intolérable. À partir du moment où tu t'exprimes, tu déranges. Celui qui s'exprime ici, Marian Guizy, confirme au fond ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le tatouage ne se réduit pas à telle ou telle classe sociale ou tel groupe professionnel. D'après lui, il est très largement réparti. Absolument. Je pense que cette archive, en fait, s'inscrit
dans un mouvement qui a commencé après la guerre de contestation de ce que Marcuse appelait la civilisation industrielle avancée. Le premier mouvement qui a mis en œuvre cette contestation, c'était les rockers, qui ont commencé par s'adonner un style de musique qui s'est accompagné d'un style vestimentaire et de marques corporelles également. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un Hells Angels qui est un peu la continuité des rockers. C'est la suite, c'est le heavy metal, ce sont les métals qui se gravent le nom de groupes comme AC/DC, Trust, qui vont jusqu'à utiliser pour se scarifier des lames de rasoir, etc. Et donc ils sont vraiment dans la contestation de la société. Et puis à la suite des Hells Angels, dans les années 70, arrivent 60-70 les hippies, qui là sont en sens inverse, une contestation de la contestation. Peace and love, ils s'inscrivent sur leur peau peace and love. Absolument, peace and love, freedom. Donc il s'agit cette fois d'une contestation douce. Et de la même façon, ils vont utiliser des parures, de la musique et des marques corporelles correspondant à ce souhait d'un monde beaucoup plus écologique, plus doux, plus pacifique. Et puis dans un troisième mouvement, quand arrive la fin des 30 Glorieuses, donc dans les années 80, nouvelle contestation musicale, physique et marquée par les tatouages, avec les punks, qui cette fois ne vont plus utiliser les moyens classiques de marque corporelle, mais vont carrément, par souhait de choquer, comme dit la personne en reportage, de choquer le bourgeois en général. Ils vont se percer avec des épingles, se scarifier, se brûler, de manière vraiment à choquer ce que l'intervenant dans le reportage qualifiait de bourgeoisie, avec un mot d'ordre général qui est hate and war, la haine et la guerre. Décidément, vos chers tatouages peuvent servir à exprimer les sentiments les plus divers. Le tatouage est un langage, en réalité, et très souvent aussi, on le constate, un langage de personnes qui n'ont pas la parole. Et j'aime assez les analogies. J'avais fait l'analogie entre les marques corporelles et les tags. De la même façon, ce sont des personnes qui, ne trouvant pas dans la société l'endroit pour exprimer leur révolte ou leur mal-être, l'expriment soit sur leur peau, soit sur les murs étant comme la peau et la peau comme une sorte de mur. Ce parallèle est en effet éclairant. Marian Guizy, la littérature et le théâtre se sont emparés de cette question des tatouages, souvent sur un mode joyeux. Je voudrais vous donner à entendre un extrait d'une opérette en 3 actes qui s'appelait Les Bootleggers, qui était une opérette sur une musique de Manuel Rosenthal, avec un livret de Nino. Et Laure Diana chante La femme tatouée. C'est une création à Pigalle du 29 avril 1933. Vous allez voir que les tatouages que vous évoquez, souvent de la façon la plus rude et la plus cruelle, peuvent aussi donner prétexte à de joyeuses envolées. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Connais-tu la femme tatouée que l'on montre à la foire? Je l'ai vue complètement nue, elle est superbe à voir. Son corps est perforé ainsi qu'une passoire. Et pour mieux l'exhiber, on lui défend de s'asseoir. Quand elle danse au son des tambourins, un drapeau flotte autour de ses reins. Entre ses seins, on peut voir également défiler au pas tout un régiment de fantassins. Près de son cœur, on voit un artilleur, sur son dos, un contre-torpilleur, sous ses aisselles, de cuirassiers en selle, et près du nombril, une charge de cavalerie. Un beau jour, elle épousa le petit évariste, sans savoir que c'était un antimilitariste. Et la veille, elle lui dit, chérie, je suis toute tatouée. Si tu es tout à moi, dit-il, ben, je suis à toi. Et le soir,
en se mettant au lit. Son mari soudainement pâlit entre ses seins. Il vit subitement défiler au pas tout un régiment de fantassins. Près de son cœur, il vit un artilleur. Sur son dos, un contre-torpilleur. Sous ses aisselles, de cuirassiers en selle. Et près du nombril, une charge de cavalerie. Nous avions récemment fait ici une émission sur la nuit de noces qui est en ligne. En voici une qui est assez spécifique, non, Marion Guizy? Oui, et en l'occurrence, cette archive renvoie à l'aspect spectaculaire, c'est-à-dire que le tatouage a été, à une époque, utilisé à la fin du 19e, au début du 20e, comme une attraction populaire. Les tatoués sortant notamment de Biribi ou des prisonniers qui étaient libérés et qui étaient tatoués ont été recrutés par des forains et des cirques pour être montrés au public, très avides de ce genre de prestations. Ce type d'ailleurs de spectacle me fait penser aux fameux zoos humains qu'on dénonce aujourd'hui lors de l'exposition universelle au cours desquelles on montrait des hommes et des femmes venus de contrées lointaines. On a un parallèle entre ce désir de connaître des corps et des personnalités originales. Dès la fin du XVIIIe siècle, on présente à Londres un certain Gioli, le prince Pin. Qu'est-ce que c'était? Le prince Pin était un personnage, une personne qu'on avait retirée de son île pour la montrer dans des théâtres. Les Philippines. Voilà, aux Philippines. Et qui a fait des tournées dans toute la France, à Bordeaux, il est passé à Paris, etc. On a aussi un exemple important d'un monsieur qui se faisait appeler le capitaine Constantinus, qui lui est passé aux Folies Bergères et qui prétendait avoir été tatoué de force par des Tartares, alors que c'était un mensonge éhonté. Dans la Birmanie actuelle. Voilà. Et il aurait eu 300 figures d'animaux sur le corps. Voilà, l'affiche le montre... pour attirer le public, tatoué du visage jusqu'au bout des pieds. Le cirque Barnum aux États-Unis a aussi présenté notamment la fille Barnum. Même la fille Barnum, oui. Qui était tatouée, absolument, et qui servait d'attraction. Vous évoquez aussi l'homme zèbre. C'est au XXe siècle cette fois-ci. Oui, alors l'homme zèbre, on imagine facilement quel était son tatouage. C'était des rayures. Des rayures noires qu'il couvrait entièrement. Oui. Jusqu'à son visage. Nous parlons de décisions populaires, mais les élites ne sont pas libres d'être attirées aussi par le tatouage. Et vous éclairez cela de façon intéressante. Oui, alors, c'est-à-dire qu'à la suite du retour de marins tatoués, l'intérêt s'est porté donc sur la question. La société en Angleterre, aux États-Unis, la haute société, en Russie également, a commencé à se faire tatouer les têtes couronnées. Et par exemple, il y a un épisode assez amusant. À Yalta, Churchill, Roosevelt et Staline étaient tatoués. Vous en avez la preuve? Oui, d'après les historiens, les trois étaient tatoués. Et alors, à Yalta, certains, par plaisanterie, indiquent que si le général de Gaulle n'a pas pu participer au sommet, c'est parce qu'il était le seul à ne pas être tatoué. C'est une explication qui est rarement mise en valeur par les spécialistes de l'histoire des relations internationales. Effectivement, c'est une façon plus plaisante d'aborder l'histoire. Il y a l'anecdote aussi fameuse de Bernadotte, devenu roi de Suède. Rappelez-nous ça. Bernadotte, oui, a eu plusieurs carrières et au début de son existence, il était plutôt opposé à la monarchie et s'était fait tatouer « Mort au roi ». Et voilà que... sur le bras. Sur le bras, et voilà que les circonstances font qu'il peut devenir monarque lui-même et qu'il... Roi de Suède. Absolument, roi de Suède, et qu'il passe un pacte avec son médecin en le faisant jurer de ne jamais révéler qu'il porte cette marque au bras qui le discréditerait auprès de son peuple. On peut remonter d'ailleurs plus loin en arrière, puisque on dit que Henri III
Henri III avait le dos entièrement tatoué. Henri III, oui, le roi Henri III avait le dos entièrement tatoué d'une scène de chasse, avec cerfs, chiens, chasseurs, une scène complète de chasse dans le dos, absolument. Vous nous citez aussi Frédéric VII de Danemark, Nicolas II, le tsar, et même Alexandre Ier de Yougoslavie, celui qui a été tué par un Oustachi à Marseille en 1934. Oui, et puis aussi l'oncle de Tolstoï, qui avait des tatouages d'oiseaux, un très grand oiseau entouré de jolis petits oiseaux colorés. Une véritable volière. Une volière qu'il avait plaisir à montrer lors des réunions mondaines. Et également des tatouages plus intimes qu'il réservait dans une pièce séparée pour les convives masculins. Vous nous en direz tant. Il y a un dernier volet de cette réflexion sur les tatouages à travers les âges. Marian Guizy, ce sont leurs rapports avec la religion. Il y a beaucoup à dire à cet égard, et vous le faites. Alors la religion, à l'origine, la religion primaire, primitive, notamment hébraïque, acceptait, c'est d'ailleurs inscrit dans la Bible, d'être remarqué de la lettre Tav, T-A-V, qui était l'équivalent de ce qui sera après la croix chrétienne, qui permettait de protéger ceux qui en étaient marqués. L'Ancien Testament nous dit que, c'est dans la Genèse, Yahvé avait mis un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le frappât point. Voilà, oui, Caïn est marqué d'un signe qui le protège, et de ce fait, il ne sera jamais inquiété pour le meurtre de son frère. Mais en même temps, c'est une tâche, c'est le sceau de la déchéance, le stigmate de la honte, le symbole de sa culpabilité. Effectivement, en sens inverse, cette protection l'accuse du meurtre de son frère. Et donc c'est une tâche qu'il portera jusqu'à la fin. Dans la tombe, on se rappelle Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. En revanche, même si les premiers chrétiens portent une croix tatouée, comme les Coptes encore au 5e siècle, assez vite, il y a du côté des monothéismes un refus de la marque sur les corps, parce que Dieu a fait les corps de l'homme et de la femme. Et voilà, il y a une entente de tous les monothéismes sur la question du tatouage. Toutes considèrent que l'homme a été fait à l'image de Dieu et qu'il n'a pas lui-même à corriger ce que Dieu a fait. Il y a déjà ce passage dans l'Ancien Testament, cette évolution, puisque dans le Lévitique, on lit « Vous ne ferez pas d'incision dans le corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage ». Quant à l'islam, il refuse aussi le tatouage ? L'islam le refuse aussi. Il y a un imam qui indique que le prophète n'admet pas le tatouage. Donc, c'est l'imam El-Bokan du 9e siècle de notre ère. « J'ai entendu le prophète dire en s'adressant aux femmes, ne tatouez point et ne vous faites point tatouer. » Et pour le judaïsme ? Le judaïsme considère que le tatouage est une idolâtrie, et comme le christianisme, que l'homme ne doit pas toucher à ce que Dieu a fait. En 787, le second concile de Nicée, nous dites-vous, a proscrit ces pratiques de tatouage considérées comme des survivances rituelles venues du paganisme. Donc l'Église a appliqué ces principes à la Renaissance, en se mettant en quête des personnes soupçonnées d'activité de sorcellerie. On en arrive à la sorcellerie. Alors voilà, en sens inverse, les personnes qui se tatouent sont considérées comme sorciers ou sorcières, et le tatouage, là, cette fois, est utilisé contre ceux qui le portent pour... ils sont dénoncés par le tatouage qu'ils portent, oui. Donc, pour toutes ces religions, s'il se tatoue, l'homme s'autorise à vandaliser l'œuvre divine. Alors, à l'époque des croisades, on admet le tatouage d'une croix qui garantit aux croisés, dans l'hypothèse où il mourrait pendant les croisades, la croix lui garantit d'être inhumé suivant le rite chrétien. J'observe qu'en Chine, le confucianisme, 5 siècles déjà avant Jésus-Christ, est également opposé à ces pratiques. Voilà, seulement le confucianisme n'a pas été connu du peuple avant le 19e siècle, ce qui fait que ces préceptes n'ont pas été appliqués de manière très stricte et que le peuple s'est tatoué néanmoins. Alors vous allez me dire, en écoutant ce
ce reportage, Marian Guizy, s'il contredit ce que nous venons de dire. Il s'agit de l'expérience d'une tatoueuse qui est allée travailler à Jérusalem. Écoutons-la. En 2018, j'ai été invitée tout le mois d'avril à venir tatouer chez Razouk Tattoo Family à Jérusalem, qui est une famille qui tatoue depuis 700 ans, de père en fils. Et donc Wassim, qui est le tatoueur d'aujourd'hui, m'a invité à venir l'aider à tatouer les pèlerins, parce qu'il y a un énorme afflux de pèlerins à Jérusalem à Pâques. Et c'est une grande tradition chez les chrétiens, surtout les chrétiens d'Orient, qui veulent marquer leur pèlerinage par une croix ou un motif religieux. Et il y a des gens qui viennent, ils sont déjà venus, ils ont la croix sur l'avant-bras en général, ils ont l'année. Par exemple, moi j'ai vu des gens, c'était 1967, et petit à petit, à chaque fois qu'ils reviennent, il y a les années qui s'alignent sur leurs bras. Cette croix, ça vient de la communauté copte en Égypte, qui a été très opprimée et marginalisée dans les premiers siècles après Jésus-Christ. L'Empire romain à l'époque les a marqués d'une croix, la croix copte qui est carrée, et ils ont voulu se réapproprier ce signe en décidant que c'était un signe d'appartenance, en le revendiquant et en se marquant eux-mêmes sur le poignet droit par cette croix. Et petit à petit, ils ont migré en Terre Sainte à Jérusalem. Cette famille s'est installée et depuis, ils tatouent de père en fils à Jérusalem. En Europe, je parle de là où je tatoue, ça reste un rituel, mais c'est personnel. Les gens, ils font en fonction d'événements dans leur vie, de leur tempérament, de symboles très personnels qui veulent se faire ancrer et incarner. On parle de l'intimité des gens, alors que là, on ne parle pas de ça du tout. D'ailleurs, la plupart des pèlerins ne parlent pas. Il n'y a pas d'histoire personnelle de raconter. Les gens viennent se faire tatouer une croix, point. C'est le motif qui n'a pas bougé depuis des siècles que tu te fais tatouer. C'est-à-dire que là, je suis vraiment mis au service d'une tradition. Donc il y avait quelque chose de fort où tu te sens un peu rentré dans l'histoire, quelque part. Alors, Marian Guizy, il y aurait là une contradiction avec les injonctions des textes sacrés? Je ne pense pas. Je pense que ce reportage rappelle l'esprit des croisades en réalité. C'est-à-dire l'appartenance chrétienne des pèlerins. Et il n'y a pas véritablement de contradiction avec la position officielle de l'Église, car il n'y a pas, à proprement parler, une atteinte à la création divine au corps. C'est simplement une marque d'appartenance qui rappelle le mouvement des croisades où chacun devait pouvoir s'identifier et obtenir une sépulture digne du chrétien. Quels sont les rapports entre le tatouage et le bouddhisme? En particulier ce tatouage sacré qu'on appelle le sak yant, du sanskrit sak qui signifie tatouer et yant prière. Donc c'est un tatouage sacré qui se matérialise soit par des dessins, des yantras, soit par des formules, des mantras, et qui protège celui qui les porte. Et il y a une anecdote assez amusante d'un conducteur qui fait un excès de vitesse et qui est tatoué d'un animal et qui a le sentiment que brusquement l'animal remue parce qu'il va trop vite, qui en fait est un rappel à la sagesse. Du coup, il ralentit, il n'a pas d'accident. Plus efficace que les radars contemporains? Plus efficace que les radars, et qui est une façon de sagesse, de maîtrise de soi, donc une influence indirecte du sakyant. Du côté du plus sombre, on doit dire un mot aussi des tatouages dans les camps de concentration nazis. En effet, les prisonniers des camps étaient, quand ils n'étaient pas directement exterminés, étaient marqués d'un nombre qui était marqué de manière indélébile et qu'ils portaient évidemment soit jusqu'à leur extermination, soit en sortant du camp, ils le portaient encore. Et s'est posé le problème, que faire de ce nombre marqué de manière indélébile? Et le choix des rabbins a été de le conserver comme témoignage, comme fierté d'avoir porté le judaïsme jusqu'à son terme. On a un exemple intéressant avec Simone Veil,
qui, entrant à l'Académie française, a fait inscrire son numéro de camp de concentration sur son épée. Oui. Et on a aussi l'exemple des jeunes aujourd'hui, des jeunes juifs, qui non pas par défi, mais par réappropriation et par désir de commémorer la souffrance de leurs ancêtres, qui se font tatouer eux-mêmes des numéros de camp sur le bras gauche, comme c'était le cas pour leurs grands-parents, parents et grands-parents. Par fidélité. Par fidélité, exactement, par filiation. Vous dites aussi dans votre livre, Marian Guizy, que le tatouage peut avoir presque une action thérapeutique. Je ne parle pas du fait d'inscrire éventuellement son résus sous son bras pour le cas d'accident, certains le font, mais plus largement contre la dépression, par exemple. Ça m'avait surpris. Oui, le tatouage peut avoir un effet contre les maux du monde moderne que sont le stress et la dépression. Certaines personnes se font par exemple tatouer des mandalas, ces labyrinthes asiatiques qui façonnent un univers assez parfait et qui conduit à la sérénité. Ce peut être aussi un taijitsu, ce serait une figure circulaire dans laquelle sont représentés le yin et le yang. Alors le taijitsu, effectivement, également le visage de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, qui est aussi une aide pour sortir de la tristesse et de la dépression. Équilibre, sagesse et sérénité grâce à ça. Équilibre, sagesse et sérénité. Ce sont des personnes qui n'ont pas envie de supprimer leur tatouage, parce que ça arrive aussi, ceux qui regrettent. Alors, le regret, ça c'est un point important du tatouage aujourd'hui, de manière parallèle à sa recrudescence, naturellement est arrivé une arrivée excessive de personnes qui ont regretté. Il faut bien, pour les candidats au tatouage, bien comprendre que nous avons une succession de mentalités en réalité dans la vie, et que la mentalité que nous avons à 15 ans ne sera pas celle que nous aurons à 20, 25 ou 30. Heureusement, aujourd'hui, il y a un moyen de se débarrasser des tatouages. Comment fait-on ? On utilise la technique du laser. En l'occurrence, il est important de s'adresser à des vrais professionnels, parce que le laser est également douloureux. Et plus douloureux même, nous dit-on, que le tatouage lui-même. Parfois plus douloureux. Il y a des témoignages de personnes qui ont plus souffert pour se faire détatouer que tatouer. Parmi les techniques existe aussi ce qu'on appelle la surcharge, qui cette fois n'est pas une disparition du tatouage, mais une technique qui permet de le remplacer, de remplacer un tatouage par un autre tatouage. Il y avait un moyen qui était un aplat, qui était un tatouage sombre, qui cachait le tatouage, ou plus intelligemment de créer un nouveau tatouage, et c'est par exemple l'objet de l'émission Tattoo Cover, où les tatoueurs assez adroitement parviennent à inscrire un tatouage en réutilisant la forme et la couleur de l'ancien qui disparaît sous le nouveau. Vous évoquez la douleur. Est-ce que la douleur, dans cette histoire du tatouage que nous venons de parcourir, est-ce que la douleur fait partie de l'inscription elle-même ? Absolument. La douleur fait partie du tatouage. C'est une épreuve. Se tatouer est une épreuve. C'est un défi. Avoir un tatouage, c'est montrer qu'on a su faire face à cette douleur. Et le tatouage se mérite en réalité. Marian Guizy, je vous remercie de nous avoir permis de parcourir cette histoire de tatouage à fleur de peau. Je rappelle quel est votre ouvrage. Il s'intitule « Changer de peau, tatouage, piercing et scarification d'hier à aujourd'hui ». Vous avez également publié en 2020 un ouvrage qui s'intitulait « Panorama de nos mœurs politiques ». L'idée était originale, dites-la nous. L'idée était de montrer que le monde politique d'aujourd'hui était un héritage, un calque de tout ce qui s'est mis en place au XIXe siècle. C'est une étude politique à partir d'œuvres littéraires de Balzac jusqu'à Barès. Eh bien, c'était une concordance des temps.
Je signale l'ouvrage de Dominique Khalifa que nous avons évoqué en passant, consacré à Biribi, les bagnes coloniaux de l'armée française chez Perrin en 2016. Et puis, sous la direction de Mélanie Jaoul et de Delphine Tarot, le tatouage et les modifications corporelles saisies par le droit, l'aspect juridique de cette affaire. Et puis enfin, l'excellent historien qui est Philippe Artière, dans le recueil qui s'appelle « À fleur de peau, médecine, tatouage et tatoué », aux éditions Alia en 2004, a publié une contribution qui s'appelle « Pour la vie ». Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents